Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière émission de la semaine. Nous sommes toujours en direct et nous allons vous parler d'un fléau, d'une épidémie mondiale. L'obésité touche de plus en plus de personnes de tout âge et en particulier les enfants. Alors 7 millions de personnes seraient concernées en France. Les causes sont multiples, la génétique, l'alimentaire, le psychologique. À l'occasion de la journée européenne de lutte contre l'obésité, nous avons eu envie de parler des solutions qui existent. Si vous avez envie de réagir, de témoigner ou tout simplement de poser des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur Facebook. Faustine, vous veillez. Oui, tout à fait. Le post est là. Posez-nous vos questions. Nous y répondrons en direct. Et celles qui vont y répondre, ce sont nos experts. Présentation tout de suite. Célia et Barbara, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Célia Sarossi, vous avez l'habitude de venir sur notre plateau. Vous êtes nutritionniste, diététicienne. J'aime bien quand vous nous rappelez votre parcours. J'ai un parcours professionnel réorienté. J'ai d'abord travaillé en industrie agroalimentaire en tant qu'ingénieur. Et ensuite, en voyant comment ça se passait dans l'industrie et dans le marketing en particulier, j'ai préféré me réorienter et prendre en charge les patients plutôt que d'essayer de leur vendre des produits que je jugeais... à bien manger plutôt que nous faire manger n'importe quoi. Exactement. Voilà, c'est bien synthétisé. Alors, vous êtes venue aujourd'hui accompagnée de Barbara Bravin-Lec. Bonjour Barbara. Bonjour. Vous êtes psychologue. Et alors, vous avez une spécialité. Oui. C'est la prise en charge des patients obèses qui ont subi une opération. Entre autres, oui, effectivement. Donc, je suis spécialisée dans les psychothérapie cognitive et comportementale. Dans ce cadre-là, je prends en charge en post-opératoire et en pré-opératoire des patients en chirurgie bariatrique et aussi les troubles du comportement alimentaire. Voilà, plus largement, ces troubles-là. Alors, vous travaillez toutes les deux dans une structure qui s'appelle Sur un nuage. Qui veut bien nous présenter ce dispositif? Barbara, moi, je veux bien. L'initiative. Oui, en fait, Sur un nuage, c'est un centre thérapeutique qui a été monté en 2015 dans l'idée de réunir différents professionnels qui pourraient intervenir chacun sur des problématiques différentes. Et donc, qui on va retrouver. Voilà, oui, tout à fait. Et donc, récemment, nutritionniste. Récemment, Célia nous a rejoints avec un grand plaisir. Félicitations. Merci. Mais vous allez continuer à venir chez nous, attention. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, c'est la journée européenne de lutte contre l'obésité. Du coup, nous, on a eu envie de parler de ce sujet. À partir de quel moment est-ce qu'on parle d'obésité? Alors, c'est une histoire d'excès de masse grasse. Donc, on mesure le poids et la taille du patient, ce qui nous permet de calculer un indice de masse corporelle. Et là, on a une grille de lecture. En fait, on parle de surcharge pondérale au-delà de 24,9 d'indice de masse corporelle. Et ensuite, les échelles vont de 30, 35, 40 d'IMC. Et là, on atteint des obésités de grade 1, 2 ou 3. D'accord. Mais alors, est-ce que c'est une histoire de poids sur la balance? Ça n'est pas que ça. Alors, c'est une histoire de poids sur la balance, toujours corrélé avec la taille, c'est important parce que ça permet de rationaliser un peu les choses. Et puis, cet IMC, ça ne mesure pas tout. Si vous prenez un homme d'1,80 m avec un poids de 90-100 kg, on va lui imputer la même grille de lecture qu'une femme petite et ronde. Donc, à un moment donné, il manque des informations. Donc, il faut essayer de mesurer la masse grasse pour essayer d'évaluer un peu plus précisément les choses. Alors, donc il y a une différence entre l'indice de masse corporelle... Tout à fait, ça c'est un calcul. Et la masse grasse. Et la masse grasse se mesure en fait sur une balance qui envoie un circuit électrique et qui permet de mesurer les densités de tissu. Et là, on obtient la masse grasse de chaque patient. D'accord. Alors, est-ce que c'est pareil chez l'enfant? Alors, c'est pareil chez l'enfant, sauf que l'enfant, lui, est en croissance. Donc, en fait, on n'a pas des chiffres de manière précise, mais on regarde son évolution sur les âges qu'il traverse, et notamment via le carnet de santé. Parce que là, on a des courbes d'IMC, donc pareil, on calcule de la même manière. Mais par contre, on le positionne en fonction de son âge sur ces courbes, et il faut qu'il suive toujours le même couloir, quelle que soit sa physionomie. Pardon, excusez-moi. On a une réaction... Oui. Mon enfant est accro au sucre. Je ne sais pas comment faire car il grossit et est déjà à 12 ans en surpoids. Quels conseils on pourrait donner? Alors, il faut essayer de diversifier son alimentation de manière à ce qu'il ne pas le frustrer outre mesure, mais lui faire prendre conscience qu'il y a d'autres aliments que le sucre et que le sucre peut venir via des aliments différents. Les fruits, le pain, les gâteaux, alors effectivement les sorbets, les glaces, les sodas, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, en élargissant sa palette, on essaye d'affiner son goût et par là même de diminuer son absorption de sucre sur la journée et son appétence. Mais donc on le fait petit à petit ou de façon radicale?
petit à petit, doucement, pas de Sans forcer, frustration. voilà, à 12 ans, il est en pleine croissance, donc c'est pas la peine de le frustrer. Pas de régime, c'est pas de régime psychologique, Barbara. Oui, l'objectif, c'est de ne pas frustrer l'enfant, mais de l'accompagner doucement, comme l'a dit Célia, à peut-être d'autres solutions possibles et de manger davantage par rapport à des envies particulières où là, il va véritablement se faire ce soit pas une obligation de manger des fruits à tout prix. Il faut absolument pas focaliser, en fait, sur le poids de l'enfant et l'accompagner doucement, quoi. Alors, on parle d'épidémie mondiale. Oui. Qui est le plus concerné entre l'adulte et l'enfant par l'obésité? Alors, c'est plus facile de prendre en charge l'enfant dans le sens où il grandit. On a encore des possibilités d'acquisition en termes d'éducation alimentaire, etc. Donc, on a des solutions pour lui permettre d'éviter l'obésité à l'âge adulte. C'est quand même un terrain favorable pour l'âge adulte. Après, l'adulte en surcharge pondérale, là, pour le coup, il y a des risques de comorbidité, d'hypertension artérielle, de développer du diabète, etc. Donc là, il y a une vraie prise en charge nécessaire pour sa santé. Donc ça, ce sont toutes les complications. Une partie des complications. Est-ce qu'un enfant qui a souffert d'obésité a plus de risques de devenir un adulte obèse? Malheureusement, oui. On sait qu'en fait, le capital des cellules adipeuses se constitue dans l'enfance. Après, en grandissant et ensuite en vieillissant, les cellules diminuent de taille, mais ne diminuent plus en nombre. Donc, le capital de l'enfant est très important. Il faut vraiment être vigilant dès tout petit, finalement. D'accord. Alors, quelles sont les principales causes de l'obésité? Alors, il y en a de multiples. C'est vraiment une maladie multifactorielle. On a évidemment la génétique, il y a une prédisposition. Il y a tout un tas d'études qui ont lieu maintenant sur certains gènes qui ont été identifiés comme étant problématiques. Mais il y a aussi un problème de comportement alimentaire, d'éducation alimentaire. Il y a un héritage culturel. Termine ton assiette, mange des légumes, tu vas grandir. Enfin, bon, il y a des choses qui passent dans l'enfance et qui ont après un impact sur le poids pour la suite. Alors, un des problèmes avec l'obésité, c'est souvent le regard des autres. Fait, ouais. Il y a un petit clip explicatif qui reprend les causes de l'obésité. On en parle ensuite, on regarde. Je vous présente Amanda. Vous la rencontrez pour la première fois et vous pensez probablement qu'elle mange beaucoup et qu'elle fait peu de sport, parce qu'elle est obèse. La plupart des gens pensent que ceux qui gèrent bien leur équilibre énergétique restent minces, alors que ceux comme Amanda qui mangent trop et ne font pas assez d'exercice physique deviennent obèses. Nous voyons l'obésité comme un choix de vie. Et le traitement est simple, manger moins et faire du sport. Cela paraît logique, mais c'est faux. Que se passe-t-il si Amanda décide de perdre du poids en se mettant au régime? Après tout, les gens atteints d'obésité devraient manger moins. Voilà ce qu'il se passe. Elle perd du poids, mais ses niveaux d'hormones changent. Son cerveau entend tout ça et commence à agir pour rétablir le niveau de masse graisseuse qu'elle a perdu. Elle a faim plus souvent et sans le savoir, elle brûle aussi moins de calories qu'avant. Car le cerveau a sa propre perception des calories dont le corps a besoin. Il n'y a pas qu'une seule cause qui explique le taux d'obésité qui augmente. Les changements des modes alimentaires liés au contenu chimique et nutritif, une activité physique moins fréquente, des niveaux de stress plus élevés, un sommeil insuffisant et perturbé jouent tous un rôle et entraînent une prise de poids. Il est temps d'arrêter de dire à Amanda que c'est de sa faute si elle est obèse. Il est temps de reconnaître que l'obésité est une maladie, pas un choix de vie, et que ceux qui en souffrent méritent d'être soignés et non pas jugés au premier regard. Il est temps d'agir contre l'obésité. Alors, on vous a vu acquiescer pendant ce petit clip. Vous êtes d'accord? Ah oui. Oui, effectivement. Il y a des facteurs donc, génétiques, comme l'expliquait Célia, mais aussi il y a des facteurs environnementaux. Il y a des facteurs comportementaux et des facteurs psychologiques qui jouent dans l'obésité. Alors, quelles solutions existent pour lutter contre l'obésité? Alors déjà, on va répondre par la diététique. Voilà, c'est effectivement d'acquérir de nouvelles habitudes alimentaires. C'est vrai que c'est important de parler de cette acquisition sur le long terme. On n'est pas là pour perdre 5 kilos avant l'été. C'est pas un régime. Voilà, c'est pas un régime de courte durée, c'est vraiment apprendre à manger différemment pour qu'on se sente bien et trouver un poids de forme. Parce que là, Amanda, au final, c'est difficile ce qu'elle vit. Donc, il faut vraiment que ce soit dans l'acquisition du plaisir et d'une nouvelle habitude alimentaire. Alors, on a une réaction à ce propos. C'est d'une auditrice qui nous dit « Ma fille est obèse, elle est obnubilée par l'anneau gastrique, mais à 17 ans, je la trouve trop jeune. » C'est vrai ou pas? Il me semble qu'elle est trop jeune. Il me semble, effectivement, oui. Il me semble. Donc il y a un âge limite 18 ans. 18 ans. 18 ans.
Et c'est quelque chose que vous conseillez, vous Mais alors, il y a des critères à respecter. Déjà, il faut qu'il y ait un véritable échec, des solutions courantes proposées. Ensuite, il faut qu'elle n'ait pas de contre-indication à la chirurgie et également à l'anesthésie. Et puis, il faut qu'elle ait un IMC qui soit soit à 40, donc en obésité morbide, soit à 35, où on s'aperçoit que la chirurgie bariatrique, dont l'anneau fait partie, peut venir diminuer. Donc c'est dans des cas précis, finalement. Oui. C'est lorsque le régime alimentaire équilibré et que l'activité physique ne suffisent pas qu'on envisage la chirurgie. Oui. Il y a eu un parcours avant, effectivement. Ça, mais avec tout un parcours de soins bien spécifique, parce qu'il y a vraiment un check-up médical et psychologique où on va s'assurer qu'au niveau post-opératoire, il ne va rien avoir qui puisse altérer. Et au point de vue psychologique, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de comportement de conduite alimentaire problématique. On va s'assurer que la patiente soit suffisamment renseignée et motivée et qu'elle ait les ressources pour gérer l'après. Parce que c'est l'après le plus compliqué, puisque à l'inverse d'un régime, son corps va changer du jour au lendemain. Effectivement, ça peut être déroutant. Il y a des personnes qui le vivent très bien, mais il y a des personnes avec le changement d'image, le changement du regard de l'autre. Et puis, il faut réapprendre aussi certaines sensations et certaines choses qu'on faisait naturellement, ne serait-ce qu'au niveau du comportement alimentaire. La chirurgie bariatrique est définitive en revanche? Pas toutes. Pas toutes. L'anneau peut s'enlever. En revanche, des chirurgies du type sleeve ou bypass le feront. Alors, dernière question, mesdames, à partir de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, ça dépend si c'est un enfant ou un adulte. Pour le coup, un enfant, on s'inquiète à partir du moment où l'indice de masse corporelle, ce que je vous expliquais au début avec les courbes, où il sort de sa courbe. Là, on commence à s'inquiéter. Pour un adulte, en fait, il faut que ça vienne de lui. Il faut qu'il y ait une gêne particulière. Il faut qu'il y ait peut-être un problème de santé associé, type maladie cardiovasculaire, diabète, etc. Ça peut être un élément déclencheur. Ça peut être un élément déclencheur. Ça peut être un mal-être aussi. Ça peut être donc, simplement quoi qu'il en soit, quelque chose de dérangeant. Vigilant. Il faut être vigilant. Il faut être à l'écoute et voilà, c'est très important. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça et de nous avoir proposé des solutions. Nous, lundi, on va parler d'autre chose. À votre place, on va parler de l'Impérial Pop-Up. C'est un rendez-vous, un collectif d'artistes ajacciens qui va s'emparer de la place Foch en centre-ville une fois par mois pour présenter des créations. Donc c'est plutôt pas mal. On recevra Emmanuelle Marcelin et elle va venir avec toute une équipe de filles. Merci beaucoup, Faustine, de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. À votre place, ce sera Florian. D'ici là, moi, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous dis à lundi. Ciao.